La boxe poids lourd ne se régit pas uniquement par la physique des impacts, mais aussi par la guerre psychologique qui se livre avant que le premier coup ne soit lancé. Dans l'histoire moderne de ce sport, aucun nom n'évoque une atmosphère de capitulation anticipée comme celui de Mike Tyson. Affronter Tyson n'était pas seulement un engagement athlétique, c'était un exercice de survie. Cependant, il a existé un groupe restreint de boxeurs qui ont décidé de briser la règle d'or de la boxe de cette époque. Ne provoque jamais l'homme le plus méchant de la planète. Aujourd'hui, nous démontons, round après round, la transition de l'arrogance vers l'effondrement absolu des hommes qui ont cru avoir la réponse au style Picaboo et qui ont fini transformés en avertissements historiques. En novembre 1986, Trevor Berbick détenait le titre WBC. Une couronne qu'il avait gagnée après avoir battu Pinklon Thomas et après avoir porté l'honneur d'être l'homme qui avait définitivement poussé à la retraite un Muhammad Ali diminué. Berbick ne voyait pas en Tyson une force de la nature, mais un jeune gonflé par la presse. Lors des conférences de presse, il alla jusqu'à se moquer de la petite taille de Tyson pour la division. Tyson, à seulement 20 ans, arriva sous la tutelle de Kevin Rooney. L'entraînement se concentra sur la rupture de l'allonge de Berbick grâce à la vitesse des jambes et sur des combinaisons de 3 coups se terminant par un crochet du gauche au corps remontant au menton. Quand ils montèrent sur le ring à Las Vegas, Berbick tenta de se planter fermement au centre, cherchant à intimider Tyson avec des gestes de dédain. Dès le coup de cloche initial, sa théorie s'effondra. Tyson n'avança pas avec prudence, il jaillit comme un projectile. À la moitié du premier round, un direct du droit dévastateur fit bouger la tête du champion. Berbick, tentant de sauver son orgueil, sourit en indiquant que les coups ne lui faisaient pas mal. Une erreur grave. Tyson lut le geste comme une invitation à la violence. Au deuxième round, un crochet du gauche mit Berbick au tapis pour la première fois. Bien qu'il se relevât, ses jambes ne lui appartenaient plus. Quelques secondes plus tard, Tyson déchargea une combinaison de crochet gauche au corps suivi d'un cross droit dévastateur. L'effet sur le système nerveux de Berbick fut dramatique. Il tenta de se relever 3 fois, s'effondrant contre les cordes et tombant dans différentes directions, comme si le sol bougeait sous ses pieds. L'arbitre Mills Lane arrêta le combat. Mike Tyson devenait le champion du monde des poids lourds le plus jeune de l'histoire, punissant l'orgueil d'un vétéran qui avait sous-estimé le changement d'époque. Look at these shots. Screened in. Bone crusher spin. Straight jab by Mike Tyson. Bangs the body. Wow, that uppercut is Tyson. Catches him with the right left button. His legs may be shut. They are. As Trevor Berbick goes back in the rope. I don't know if he's going to be able to continue. He's got the counted out. It'll be scored as a knockout. Former reigning heavyweight champs in the other division. Berbick is over. As bad as his mind wanted it. Jose Torres there in the ring with Mike as well. Former light heavyweight champion of the world. Trevor is disappointed, can't believe what's happened. And it's jubilant. Mills Lane counted him out to 10. It's all over. We've got a brand new heavyweight champion of the world, Mike Tyson. Well, Trevor Berbick was brave and he only going to round 1. And from about the midway point in round 1, he couldn't do anything. Mitch Blood Green n'était pas un boxeur ordinaire. C'était un véritable membre de gang des rues de New York qui avait parallèlement développé une carrière professionnelle. Quand il affronta Tyson en mai 1986 au Madison Square Garden, Green traînait une fureur personnelle. Il accusait Don King de l'avoir escroqué sur la bourse du combat et promit qu'il tuerait Tyson sur le ring. Les provocations furent hostiles, pleines de menaces criminelles. Green, avec presque 2 mètres de hauteur, croyait que son expérience de la rue annulerait la boxe technique de Mike. Tyson aborda le combat avec un état d'esprit froid mais impitoyable. Le plan, maintenir une pression incessante sur la poitrine de Green pour ne pas le laisser étendre ses longs bras. Green réalisa dans les 30 premières secondes qu'il ne pouvait pas rivaliser et recourut à l'accrochage constant. Tyson cherchait l'espace court, plaçant des crochets brutaux aux côtes qui s'entendaient dans les premiers rangs du Garden. Au fil des 10 rounds, Green montra une résistance stupéfiante, mais son offensive fut nulle. Tyson lui arracha le protège-dents d'un impact et lui ferma les yeux, remportant chaque épisode à l'unanimité. Tyson déclara ensuite qu'il n'avait pas cherché le knockout rapide.
il voulait le punir, l'obliger à passer 10 rounds de douleur pour les insultes. L'histoire eut un épilogue célèbre. En 1988, quand Green confronta Tyson à 4 heures du matin dans une boutique de Harlem en exigeant de l'argent, l'affrontement de rue se termina quand Tyson plaça un direct du droit sans gants qui fractura le visage de Green. Green passa du gangster redouté de New York à un homme qui affirmait à la télévision que Dieu l'avait sauvé de la mort cette nuit-là. Like to give them some magic, and he wants to hang in there as long as he can. Tyson. Up and a couple of good shots by Mitch Green. Look here, no, he's caught. Tyson is smiling, but see, Green has seen a different Mitch Green. There was his right hand. Oh, you can. Tyson said one time, he said, "I understand a man." See the body shots. It indicates that his management has a warning for headbutts. Stop it. He's just taking advantage of every opponent. Performance from Mitch Green. They learn how to cut the ring off, boxer, puncher, and detriment just to kind of build that kind of. In this case, Styles unmade this fight. If he... Tyson. Receive your instructions prior to coming to the ring. Therefore, I expect a good, clean bout. Do you have any questions? Il faut remonter aux qualifications olympiques de 1984. Biggs, un styliste fin au pedigree amateur impeccable, avait battu un jeune Tyson, le laissant hors de l'équipe qui remporterait l'or. Quand le combat professionnel fut programmé, Biggs commit l'erreur de déclarer que Tyson n'avait pas de classe, qu'il savait seulement mettre des tocards knock-out et qu'il lui donnerait une leçon de boxe en agissant comme son père sur le ring. Tyson se prépara avec une obsession presque pathologique. Il ne voulait pas une victoire rapide, il voulait détruire la réputation technique de Biggs. L'entraîneur se concentrait sur la découpe géométrique du ring, obligeant Biggs à reculer en ligne droite vers le corps. Au premier round, Biggs tenta de tenir sa promesse avec un jab rapide et constant. Il réussit à placer quelques coups décoratifs, mais Tyson les absorba sans broncher. Au troisième round, la vitesse des jambes de Biggs diminua sous le poids de la fatigue psychologique d'avoir un chasseur collé à la poitrine. Au cinquième, son visage était déjà un peu homme de sang et de coupures. Tyson commença à lui parler dans les clinches, se moquant de ses déclarations précédentes. Au lieu de l'achever, il reculait d'un pas, permettant à Biggs de se remettre légèrement, juste pour le punir à nouveau. La cruauté stratégique prit fin au 7e round. Un crochet du gauche colossal envoya Biggs à travers les cordes. Le challenger se releva avec les jambes en coton. Tyson avança et, d'un deuxième crochet du gauche, le déposa sur le dos de façon définitive. Biggs tomba knockout avant de toucher la toile. Tyson avait soldé la dette du passé avec un sadisme boxistique rarement vu. Questions from me? De tous ces hommes, Ruddock fut peut-être le seul avec les arguments physiques et techniques pour justifier sa confiance. Au début de 1991, il était considéré comme le poids lourd le plus dangereux du monde sans titre. Il possédait un coup hybride entre crochet et uppercut du gauche appelé The Smash, avec lequel il avait envoyé plusieurs adversaires à l'hôpital. Ruddock déclara que Tyson avait peur de sa puissance.
L'ambiance avant le combat était chargée d'une tension électrique. L'entraînement de Tyson fut le plus intense depuis ses nuits face à Spinks. Le premier combat, en mars 1991, fut une guerre d'usure absolue. Au premier round, Ruddock plaça son fameux smash et fit reculer Tyson, démontrant qu'il ne se laisserait pas intimider. Tyson répondit en baissant son centre de gravité et en cherchant la contre-attaque aux côtes. Au deuxième round, Tyson plaça un gauche parfait qui envoya Ruddock au tapis pour la première fois de sa carrière. Ruddock se releva en souriant, défiant Tyson de répéter le châtiment. Le combat se transforma en un échange sauvage d'artillerie lourde. Au troisième round, un autre crochet du gauche remit Ruddock au tapis. Mais celui-ci continua de répondre avec des coups qui auraient mis knock-out n'importe quel autre poids lourd de la terre. Le dénouement arriva au 7e de façon controversée. Tyson plaça une combinaison foudroyante de droite et de gauche qui fit chanceler Ruddock contre les cordes. L'arbitre Richard Steele s'interposa et arrêta le combat. Ruddock et son coin protestèrent avec colère car le boxeur tenait encore debout. Cet arrêt obligea une revanche quelques mois plus tard, où Tyson s'imposa à nouveau par décision unanime après avoir fracturé la mâchoire de Ruddock, démontrant que sa supériorité ne dépendait pas des décisions arbitrales. He keeps getting up off the end. There goes the mouthpiece of Razor Ruddock. We haven't seen too many jabs or combinations. Here's a double left by Razor Ruddock. That didn't exist. Oh, what a right hand. Ruddock came back with a left, though. Ruddock came back with a hammering punch. Another. Razor Ruddock. That right by Tyson didn't have full impact. Ruddock with the miss, but countered by Tyson. Tyson, a combatant. Tyson snapping the jab. We haven't seen quality of a heavyweight, and the risk here is enormous. Right hand by Tyson. It's tighter. And Tyson has got to go back. Oh, he got it. Here we go. Oh, what a low blow. And then Ruddock answered with a low blow as the bell sounds. L'analyse de ces combats révèle une constante dans la carrière de Mike Tyson. La violence sur le ring était le résultat direct d'une préparation conçue pour punir le manque de respect. Ceux qui tentèrent d'utiliser la provocation verbale ou le jeu déloyal comme outil pour équilibrer la balance technique finirent par découvrir que pour Tyson, le ring n'était pas une scène de divertissement, mais un espace de revendication personnelle. De la chute coordonnée de Berbick à la guerre brutale avec Ruddock, l'histoire de la boxe se souvient de ces moments comme un testament de ce qui se passe quand la stratégie d'un boxeur repose sur la fausse prémisse que la terreur peut être ignorée par la simple arrogance. À la fin, les cordes du ring finissent toujours par agir comme les frontières de la vérité.